Heureux de vous retrouver pour cette 93e édition de l'Orthodoxie ici et maintenant. Après notre journal de l'Orthodoxie, nous évoquerons la récente guérison du schisme macédonien, qui fut un des plus douloureux de l'Orthodoxie au XXe siècle. Cette percée ecclésiale bénie est due au courage de deux hommes, le patriarche serbe Porphyrios de Belgrade et l'archevêque Stefanos d'Ohrid. L'entretien instructif que nous avait accordé en 2019 Goran Sekulovski à l'occasion de la sortie de son livre « L'échiquier macédonien aux éditions du Cerf » que nous rediffusons reste parfaitement éclairant sur le contexte historico-géopolitique et ecclésial de l'orthodoxie en Macédoine. Nous évoquerons prochainement avec lui le statut d'autocéphalie de cette nouvelle église. Et dans le temps de la Pentecôte orthodoxe, notre vidéo de fin d'émission vous propose une magnifique interprétation par la moniale Catherine d'Alep de la 9e ode du canon de la fête. Réjouis-toi, ô glorieuse reine, fierté des vierges et des mères. Bonne émission à tous, passez un bon été dans l'attente de vous retrouver avec joie à la prochaine rentrée. Mont Athos, en Grèce, à l'occasion du 30e anniversaire de son accession au trône de Constantinople, le patriarche œcuménique a effectué un séjour au Mont Athos en mai, où il était accompagné d'une délégation comprenant le métropolite Dimitrios de France. Il a été accueilli par le protos et les représentants des saintes communautés de la Sainte Montagne. Il a célébré la divine liturgie en tant que simple prêtre au monastère Iviron, au Mont Athos, où se trouve la célèbre icône miraculeuse de la Mère de Dieu, dite l'icône de la porte, Portaïtissa, une des icônes les plus vénérées de la Sainte Montagne. Avant de se rendre au Mont Athos, le patriarche Bartholomée a rencontré à Thessalonique l'archevêque Antimos et a eu plusieurs rencontres avec des autorités civiles et diplomatiques. Il a notamment pris part à la rencontre internationale organisée à Thessalonique autour du thème du ministère du patriarche Bartholomée depuis plus de 30 ans à la tête du trône œcuménique, à laquelle il a pris part l'archevêque Jérôme d'Athènes et le métropolite Emmanuel de Chalcédoine. Au patriarcat œcuménique, décès du métropolite Gennadios de Sassima, une des figures du patriarcat de Constantinople qui a été un membre du comité central de l'AKEC de 2003 à 2013. Professeur de théologie orthodoxe et de droit canonique dans diverses universités, il a occupé de nombreux postes œcuméniques. Aux États-Unis, décès du métropolite Hilarion de New York, primat de l'Église russe hors frontières pendant 14 ans. Patriarcat d'Antioche, le patriarche d'Antioche, Jean X, a effectué une visite officielle et pastorale au sultanat d'Oman, dans le golfe arabo-persique. Et il a été accompagné par le métropolite Dratas, évêque des lieux, et dont le diocèse couvre aussi notamment l'Irak et le Koweït. Le patriarche et la délégation qui l'accompagne ont consacré la belle cathédrale de la communauté antiochienne à Mascate, dédiée au saint martyr des lieux, saint Haris ben Ka'ab de Najran. Le patriarche a eu plusieurs rencontres avec les plus hautes autorités du pays. Il a adressé auparavant une lettre de condoléances à l'émir des Émirats arabes unis pour le décès de son père. En Syrie, le patriarche Jean X a effectué une visite de la région de Skylabia dans le diocèse d'Émèse, où il a présidé l'office de consécration et d'inauguration de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de la ville. À Belgrade, à Ohrid, rencontre des deux archevêques d'Ohrid, Monseigneur Johan, du patriarcat de Serbie, qui a été longtemps persécuté par les autorités locales, et l'archevêque Stefanos d'Ohrid, qui est à la tête des communautés considérées comme schismatiques. La restauration de la communion a été scellée par des concélébrations liturgiques à Belgrade et à Ohrid après plusieurs décades de séparation. Serbie, le patriarche Porphyrios a effectué plusieurs visites dans les hauts lieux de l'église serbe, au monastère historique de Peć, siège historique de l'église orthodoxe serbe, et puis au célèbre monastère d'Ečani, qui se trouve au Kosovo et qui est protégé par les forces internationales de l'AKFOR. Le patriarche serbe a célébré en mai dernier le centenaire du rétablissement du patriarcat en Serbie. À Chypre, rencontre du 9 au 16 mai dernier du Conseil œcuménique des Églises pour préparer la 11e Assemblée générale qui se tiendra en Allemagne en août prochain. L'Église russe a pris part aux travaux avec une importante délégation conduite par le métropolite Hilarion, qui a eu l'occasion, à la marge des travaux du Conseil, de rencontrer le primat de l'Église orthodoxe de Chypre, Monseigneur Chrysostomos. Au Caire, participation du patriarche Jean X d'Antioche, aux côtés des patriarches d'Orient, aux travaux de l'Assemblée du Conseil des Églises du Moyen-Orient, qui a été accueilli au Caire par l'Église copte orthodoxe. En Ukraine,
concile de l'Église orthodoxe d'Ukraine, présidé par le métropolite Onuf, qui a pris plusieurs décisions s'émancipant de la relation avec l'Église russe. La métropole grecque de France a tenu son assemblée générale clérico-laïque dans les locaux de la cathédrale grecque Saint-Stéphane, à Bizet, Paris, sous la présidence du métropolite Démétrios de France. Parution du dernier numéro de la revue Contact, revue française de l'orthodoxie, où il est question de la rencontre entre deux traditions monastiques, celle du mont Athos orthodoxe et celle du monachisme bénédictin catholique. Un excellent nouveau bébé du père Michel Queneau, le plus grand parmi les hommes, le précurseur est Baptiste Jean, aux éditions Ordruc, avec 78 illustrations iconographiques incluses dans cet ouvrage bien documenté. Le monastère de la Transfiguration à Terrasson publie plusieurs opus sur l'orthodoxie du père archimandrite Élie et du père Amilianos, sur des sujets divers portant sur le monachisme, l'obéissance monastique, l'espérance, l'école, de la liberté, la famille, les jeunes orthodoxes et les défis contemporains, etc. Parution aux éditions Artege de la version française « Les grandes hérésies » du livre paru en anglais de Hilaire Belloc, « The Great Heresies », qui est considéré comme un des plus grands classiques chrétiens du début du XXe siècle et qui évoque l'attitude de l'Église devant la tourmente et les hérésies. Et tout de suite, le grand entretien. Grande joie dans les Balkans et en orthodoxie. Un des nœuds les plus douloureux de l'orthodoxie du XXe siècle vient d'être démêlé. Le schisme macédonien, qui dure depuis plusieurs décades, vient d'être guéri. Une percée ecclésiale entre frères orthodoxes que nous devons au courage de deux hommes d'église, le patriarche serbe Porphyrios et l'archevêque Stéphanos d'Ohrid. Les retrouvailles ont été scellées à l'arrivée à Belgrade en mai dernier de l'archevêque Stéphanos, à la tête d'une délégation macédonienne, où s'est tenue une première concélébration eucharistique entre l'Église mère et sa fille, à qui elle a accordé l'autocéphalie en signe de maturité et d'indépendance. Puis, ce fut au tour du patriarche serbe Porphyrios de se rendre avec son Saint-Synode à Ohrid, en Macédoine du Nord, pour une concélébration à la cathédrale Saint-Clément. De son côté, le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée Ier, a fait aussi rétablir la communion avec cette église et a reçu à Constantinople l'archevêque Stéphanos d'Ohrid. Dénommée la Jérusalem des Balkans, pour ses 365 églises marquées par les fresques de la belle et élégante iconographie néo-byzantine, Ohrid est la capitale historique de la Macédoine du Nord. Entourée de montagnes et de petites villas ottomanes, elle est surtout connue pour son lac intérieur sur lequel trône la mythique cathédrale Sainte-Sophie. L'entretien qui suivra avec Goran Sekulovski a été réalisé en 2019, à l'occasion de la sortie de son livre « L'échiquier macédonien aux éditions du Cerf ». Il reste parfaitement éclairant sur le contexte historico-géopolitique et ecclésial de l'orthodoxie en Macédoine. Il sera suivi de la vidéo du chant magnifiquement interprétée par la moniale Catherine d'Alep. Et moi, je vous dis à la prochaine émission et bon été. Parler sans tension de l'espace macédonien et de ses complexités et de ses tiraillements balkaniques n'est pas chose aisée dans une région qui accumule les tensions, les identités, les frontalités et qui fut dénommée dans le temps la poudrière balkanique en raison de son rôle de détonateur du premier conflit mondial, la Première Guerre mondiale. Goran Sekulovski, professeur à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge et spécialiste des relations entre ecclésiologie et politique dans les Balkans, a réussi à le faire d'une manière dépassionnée, apaisée et académique en publiant « L'échiquier macédonien, religion, politique, territoire » aux éditions Cerf. Il revient dans cet ouvrage, qui fut sa thèse doctorale, si je ne me trompe pas, sur les tiraillements et complexités de ce territoire balkanique, où s'entrechoquent les confluents des influences grecques, slaves, serbes et bulgares, qui ont toujours eu sur cet espace central des prétentions historiques et identitaires. Qu'est-ce que être macédonien aujourd'hui? Quel rapport complexe s'établit sur ce territoire entre la religion, la politique, l'identité et le territoire? Quel rôle est et a été celui de l'Église orthodoxe dans le marquage de ce territoire où se dresse toujours, sur un immense lac, l'ancienne ville d'Ohrid, la Jérusalem des Balkans, fortifiée à la manière de Constantinople et où on officiait dans 365 églises orthodoxes, ou ce qui en reste aujourd'hui. La poudrière balkanique risque-t-elle de s'embraser de nouveau, à l'heure où l'autocéphalie orthodoxe est réduite de plus en plus à la notion d'église nationale,
comment dépasser les risques d'instrumentalisation de l'orthodoxie au profit d'une politique identitaire et de différenciation nationale. Goran Sekulovski est professeur à l'Institut Saint-Serge et chercheur associé à l'UMR Géographie Cité. Il est titulaire d'une thèse d'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il a mené également un projet de recherche postdoctorale à l'Université de Genève ensuite. Il est par ailleurs chargé d'enseignement à l'Institut catholique de Paris, à l'Institut national des langues et civilisations orientales, le Centre Sèvres. Ses travaux portent à la fois sur l'héritage des pères de l'Église, les rapports entre ecclésiologie et politique dans les Balkans et plus généralement sur le monde orthodoxe. Goran, bonjour. Bonjour Carole. Alors commençons par le titre, l'échiquier. Oui. Déjà, en fait, c'est un terrain d'affrontement. Effectivement, il y a une double raison pour choisir ce titre. Premièrement, justement pour montrer ces stratégies, conflictualité, l'impact du pouvoir et des puissances dans les Balkans. Et deuxièmement, j'étais trop inspiré par les entretiens que je menais sur place. Et je menais un entretien avec une femme qui était presque centenaire à l'époque, et qui, elle n'a même pas bougé d'un millimètre de sa maison à Strumitsa en Macédoine. Or, elle a changé 6 États, sans bouger donc de sa maison. C'est pour montrer que les stratégies changent, les pouvoirs changent, les États changent, mais les positionnements de peuple qui est attaché à une religion est permanent. À une religion, à un territoire. Et alors, territoire, comment on peut contextualiser un peu, très rapidement, la Macédoine? On viendra sur le rôle de l'Église orthodoxe. Mais la Macédoine, c'est en même temps, à la fois aujourd'hui un État, après l'accord avec la Grèce, en fait, qui s'appelle la Macédoine du Nord, si je ne me trompe pas. Et puis aussi, c'est un territoire où il y a beaucoup de tensions d'identité. Alors comment on peut... Il y a plusieurs aussi confluents, des influences à la fois du Sud et du Nord, entre les Slaves, les Grecs, les Bulgares, les Serbes. Alors comment on peut définir un peu, très rapidement, ce territoire? Donc ce territoire qui a un contour mal défini, ce qui a été remarqué par les géographes, les politiciens et les historiens. Aujourd'hui, pour simplifier, on peut dire que la Macédoine couvre ce que représente aujourd'hui la République de Macédoine, ensuite la région Macédoine qui se trouve en Grèce du Nord, puis la région autour de la ville de Blagoevgrad en Bulgarie de l'Ouest, et il y a une petite portion de territoire qui se trouve dans l'Albanie autour de Malaprespa. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la Macédoine, même si, il faut le préciser, c'est la Grande Macédoine. C'est la Grande Macédoine. Ça n'a jamais existé comme une entité politique dans l'histoire. C'est au 19e siècle que cette idée est née d'une Grande Macédoine, d'une Macédoine géographique. Et ceci explique, donc cette Macédoine est qualifiée non tant par une unité géographique, ni par une entité politique, mais plutôt elle est caractérisée plutôt par la mixité de la population, par le tissu ethnique de la population qui vit là-bas. Qui a une grande diversité. Qui a une grande diversité. Donc aujourd'hui, il y a la majorité de ce qu'on appelle les Macédoniens slaves, mais dans l'histoire, ici, il y avait des Grecs, des Serbes, des Bulgares, et là, lorsqu'on parle des Slaves, c'est les Slaves du Sud, c'est pas les Slaves du Nord. Effectivement, les Slaves du Sud, c'est un pays dans le sud des Balkans, les Slaves du Sud, qui ont essayé de créer une identité au fil des siècles. Et aujourd'hui, on sent, en lisant votre ouvrage, qui est très intéressant, très documenté, il y a beaucoup de bibliographies aussi, on sent qu'il y a aussi des tensions de récit national. Alors certains, en fait, parlent d'un récit beaucoup plus ancien qui remonte à l'Antiquité, en essayant, par exemple, de rattacher un peu à Justinien, qui... On dirait qui est originaire d'une ville à côté de Skopje, c'est ça? Voilà l'idée, même si l'histoire dit que c'est plutôt la ville de Tsaričingra qui est aujourd'hui en Serbie, pas loin de Skopje d'ailleurs. C'est ça. Et aussi, donc, comment cette question de récit national se pose aujourd'hui? Donc la question du récit national, c'est une question fondamentale. On parle en fait que c'est très important le récit national, mais il faut que ça soit pacifié et non pas antagonisé. Bien sûr, le récit national, il ne faut pas l'idéaliser, il ne faut pas être obsessionné de prouver une sorte de continuité avec l'Antiquité de l'Antiquité aujourd'hui. C'est ce qui était le cas notamment à partir des années 90, suite au conflit autour du nom avec la Grèce. La Macédoine a essayé de montrer que son identité remonte beaucoup plus loin dans l'Antiquité, à l'époque de l'Empire d'Alexandre le Grand. Or, toute la période après la création de cet État fédéral
en 1945, le récit principal était qu'il s'agit d'une ethnogénèse slave, que l'origine remonte à l'époque de Saint-Cyril et Méthode, et surtout leurs disciples Clément et Naoum, donc au IXe siècle. Les deux saints locaux. Voilà, c'est ça, les saints locaux, à Ohrid. Et au fur et à mesure, on a changé cette perspective en disant que, voilà, ce qui compte plus, c'est pas cette composante slave, mais il y avait toujours, depuis toujours ici, des héritiers de la Macédoine antique. Donc, on a ce conflit entre deux récits qui a comme effet, notamment, si vous voulez, ces récits ne s'adressaient pas uniquement à l'élite politique ou scientifique, mais au peuple. Ouais. Ils ont essayé d'imposer au peuple une toponymie, une statuaire et un paysage monumental qui a complètement changé. Si vous allez aujourd'hui à Skopje et si vous comparez les cartes postales des années 90, si je me souviens à l'époque, donc vous voyez un changement radical avec une composante. Moi, j'ai été à Skopje à plusieurs reprises et à Ohrid surtout à plusieurs reprises, mais dans le cadre d'un travail professionnel. Et effectivement, on voit la différence par rapport à aujourd'hui. Il y a notamment cette fameuse statue à Skopje d'Alexandre le Grand, c'est ça, qui domine. Et puis en fait, à un moment donné, on voulait nommer l'aéroport, je pense en fait, de Skopje, de Saint-Paul, pour en fait faire remonter. Voilà, ça c'est à Ohrid, de Saint-Paul c'est à Ohrid. En Skopje, c'était Alexandre le Grand qui a changé le nom maintenant, l'aéroport international de Skopje. Je voudrais bien. Il ne faut pas exclure, je pense que tout un mélange, il faut donner l'espace pour des récits différents, mais pas insister sur une composante unique, univoque, pour montrer, voilà, la continuité depuis les Antiquités aujourd'hui à exister sur cet espace. Absolument. En fait, on a l'impression parfois, et c'est le cas, parce que la période le vit, le populisme se développe en Europe sur la question en fait, identitaire. Il y a parfois en fait des chocs d'identité, pour ne pas dire de civilisation, mais il y a des chocs d'identité. Et donc l'idée, c'est comment arriver à pacifier ces identités. Quel a été le rôle de l'Église orthodoxe ? On sait très bien qu'aujourd'hui, il y a une situation très compliquée et très difficile, avec une Église, entre guillemets, nationale, qui s'est autoproclamée autocéphale, dans le sens où elle s'autogouverne, mais elle n'est reconnue par aucune des autres églises et est considérée plutôt schismatique. Il y a la domination de l'Église serbe, bien sûr, qui est importante sur le territoire historiquement, spirituellement. On reviendra un peu sur la période entre les deux guerres. Mais comment aujourd'hui cette situation se dénoue ? Donc aujourd'hui, l'Église schismatique et l'Église... avec Monseigneur Jean, en fait, d'Ohrid, etc. Effectivement, la situation est très complexe, comme vous l'avez bien décrit. Il faut préciser que l'orthodoxie a joué un rôle très important pendant l'histoire dans cet espace. La population est majoritairement orthodoxe. Oui, effectivement, 67% sont orthodoxes, une grande partie musulmans et une petite minorité catholique et protestante. Surtout, donc l'importance, surtout par... la présence dans l'histoire de fameux l'archevêché orthodoxe d'Ohrid, l'archevêché d'Ohrid, depuis donc plus de 7 siècles, entre 11e et 18e siècle, supprimé ensemble avec le patriarcat de Pécs, 1766-67. Et entre 1766 et 1920, l'espace appartenait juridiquement au patriarcat de Constantinople. Avec la restauration... En fait, a été dévolu quelque part, transféré. Effectivement, parce que c'était la seule église autorisée au sein de l'Empire ottoman. Mais avec la restauration du patriarcat de Serbie, du patriarcat de Pécs en 1920, donc les 3 diocèses qui appartenaient au patriarcat de... après 1922 ou 22, confirmés par le patriarcat de Constantinople, les diocèses qui aujourd'hui sont sur le territoire de la République de Macédoine, ont appartenu au patriarcat de Pécs. Donc depuis 100 ans, patriarcat de Serbie, depuis 100 ans, entre 1920, confirmé 22, et aujourd'hui on est presque donc 100 ans, cet espace, de point de vue canonique, appartient à l'Église de Serbie. Or, après la création en 1945
de l'État populaire, de la République populaire de Macédoine. Il faut rappeler qu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, et dans la Deuxième Guerre mondiale, la Bulgarie était avec les nazis. Effectivement. Et donc, en fait, il y a une occupation bulgare aussi, et donc un rôle bulgare pour, en fait, retransférer tous ces diocèses sous une domination d'un vicariat bulgare ou quelque chose comme ça. Effectivement. Donc, entre les deux guerres, il faut mentionner, avec notamment le Tomos de 1922, qui confirme donc l'appartenance de ces diocèses au patriarcat de Pécs, il y a un renouveau spirituel dans cet espace, entre les deux guerres, avec notamment la création du séminaire de Bitola. Très connu, où ont enseigné Saint Justin Popović, le futur Jean Maximovitch de 200. Ensuite, 300, Nicolae Velimirović était, si vous voulez, l'évêque d'Ohrid et de Bitola. Et Père Cyprien Kern, le futur professeur à l'Institut Saint-Serge. Donc c'était un renouveau important, c'est l'âge d'or, si vous voulez, qui malheureusement a été arrêté avec l'occupation allemande et avec l'arrivée des Bulgares qui étaient alliés avec les Allemands, qui ont transformé le séminaire en hôpital et en police bulgare. Et surtout, ils ont chassé les évêques qui étaient présents, notamment l'évêque Joseph Iosif de Skopje, et le futur patriarche Vicentier. Donc, ils ont chassé les évêques présents et ils ont créé 3 diocèses gouvernés directement depuis Sofia. Finalement, des évêques bulgares ne sont jamais rendus sur place en Macédoine. Cette situation a duré jusqu'à la libération 1944, où on a en 1945 donc la création de cet État populaire, de cette République populaire. Il faut mentionner le rôle de ce qu'on appelle les partisans, en fait les partisans qui ont été communistes en grande partie, mais en alliance avec des prêtres. Avec des prêtres donc sur place, orthodoxes. Et suite donc à cette constitution de République socialiste, populaire socialiste, ils ont commencé à revendiquer la création d'un État national. À l'image de ce qui existait ailleurs dans l'orthodoxie, comme il disait. Et on se trouve dans une situation paradoxale où les communistes partout ailleurs vont persécuter l'Église orthodoxe, Russie, Roumanie, Albanie, etc. Sauf dans cet espace, en Macédoine, ils vont favoriser la création d'une Église nationale afin d'affaiblir la force de l'Église serbe, qui, évidemment, s'opposait idéologiquement au communisme. Bien sûr. Donc, on a une situation où on a des premières assemblées ecclésiastico-populaires 1945, qui aboutit avec une deuxième assemblée en 1958, avec une autonomie imposée en quelque sorte, parce que le pouvoir forçait la question. Donc, finalement, l'Église de Serbie a décidé d'octroyer une autonomie aux 3 diocèses de l'Église de Macédoine qui se voulait un continuataire de l'archevêché ancien d'Ohrid. Même si c'est anachronique, etc., l'archevêché d'Ohrid n'a jamais été une église nationale. Donc l'Église serbe décide donc d'ordonner d'évêques, parce qu'imaginez une question qui est fondamentale pour moi, de point de vue ecclésiologique, il n'y a pas eu un seul évêque entre 1948 et 1958 dans cet espace. On se demande comment est-ce qu'ils ont célébré la liturgie. Donc il y a le risque, évidemment pour nous tous, l'Église est épiscopale. Donc c'est l'évêque qui préside l'assemblée liturgique, il est le proestos de l'assemblée. Or, dans cette situation, à mon avis aussi, l'Église serbe, pour des raisons pédagogiques, décide de mettre fin à cette rupture de communion et fait un appel aux évêques, en fait. Et fait l'appel aux évêques. Et le seul qui répond, c'est Monseigneur Jean d'Ohrid. Ça, c'est plus tard. Donc, on est en 1958, mais il faut savoir que le patriarche à cette époque-là se signait patriarche de Serbie et de Macédoine. Donc il y avait cette idée de possibilité, au bout de compte, d'arriver à une situation régulière. Mais en 1967, ils voulaient à tout prix, l'Église de Macédoine, arriver à une autocéphalie. Donc ils ont proclamé de manière unilatérale une autocéphalie. Et donc on est maintenant plus de 50 ans
dans une situation de schisme. Et donc aujourd'hui, en fait, les conditions, je dirais, de cette glaciation et de l'émergence, on a vu comment en fait les communistes ont instrumentalisé aussi l'émergence de cette Église et comment elle s'est autoproclamée autocéphale. Mais aujourd'hui, les conditions doivent être pacifiées. Je veux dire, Est-ce qu'aujourd'hui il y a des négociations avec Monseigneur Jean qui a été pas mal persécuté et qui dépend en fait de l'Église serbe aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des perspectives de régler cette question-là d'une manière pacifiée et non plus sur les bases, je dirais, des accumulations de l'histoire? Oui, aujourd'hui, la situation elle est encore complexe, malheureusement. Donc, les négociations avec l'Église serbe, notamment, ont été réengagées dans les années 90, qui ont abouti avec la création, justement, avec l'accord d'Ohrid de 2002, où l'idée, c'était que l'Église de Macédoine arrive dans une situation canonique. Parce que on se trouve dans une situation de schisme. Il y a un seul évêque, Monseigneur Jean, qui a été persécuté, qui accepte l'accord d'Ohrid. Voilà, il était persécuté avec des accusations, détournement de fonds, d'incitation religieuse, etc. Il a été pas mal soutenu par l'Union européenne, par pas mal d'autres orthodoxes au niveau international. Amnesty International, etc. Il était même proclamé comme prisonnier d'opinion. Donc, il est désormais en liberté, ce qui était la condition sine qua non pour que des négociations de nouveau sur le statut de cette église de Macédoine recommencent. Et j'imagine que la perspective de l'adhésion à l'Union européenne pourrait faciliter un peu cette pacification aujourd'hui. Oui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la Macédoine, de point de vue politique, essaye de régler les problèmes avec tous ses voisins. Donc, avec le grec, le non, avec l'Albanie, donc la question de la langue, avec la Bulgarie, la question de l'histoire et de l'héritage historique. Et il reste encore la question ouverte avec la Serbie. Donc, espérons que cette perspective plutôt positive ne va pas être perturbée par ce qui se passe actuellement en Ukraine, où, comme j'ai dit, en fait, la question de l'autocéphalie devient l'Église nationale. Donc, l'idée, si on arrive à une situation de règlement de cette Église schismatique là-bas et d'une Église plutôt autonome dans le giron du patriarcat de Serbie, je pense que dans un premier temps, ça sera une bonne chose. Moi, je voudrais vous remercier parce qu'en fait, c'est un livre qui aide beaucoup à réfléchir sur des problématiques très actuelles que vit l'Église orthodoxe et la crise, notamment ukrainienne. Est-ce que l'autocéphalie doit être liée à une identité nationale? Ou c'est quelque chose qui dépasse ce concept ancien de l'Église orthodoxe plus ancien? En tout cas, je voulais vous remercier vraiment pour votre livre, et puis je pense qu'il faut le lire parce que ça montre aussi la complexité de ces situations de diversité et comment les gérer. Et puis, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez retrouver ce programme sur les sites internet ktotv.com et aof.fr. On se quitte avec notre rubrique Son et images et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission.